Europe 1 Archives. Bienvenue dans les récits extraordinaires de Pierre Bellemare. Un podcast issu des archives d'Europe 1. Jacques-Antoine a choisi une affaire qui ne ressemble à aucune de celles que nous avons déjà traitées. C'est la fin, surtout, qui est vraiment exceptionnelle. Découvrons-la ensemble. Peu après le déjeuner, le dimanche 23 octobre 1966, Wendy, une petite fille de 8 ans, part avec son chien Bonnie faire une promenade. Wendy vit avec ses parents dans leur ferme en Australie, à Milor, très exactement, au bord du désert. Quand, dans l'après-midi, le chien retourne à la ferme sans Wendy, ses parents s'inquiètent. Ils la cherchent, mais ne la trouvant pas, préviennent la police. Le service de secours de la police organise aussitôt des recherches à grande échelle. À 21h, il n'y a pas moins de 60 personnes avec des chiens policiers recherchant Wendy. Ils vont chercher toute la nuit, pendant que des amis de la famille et un pasteur luthérien essaient de calmer la détresse des parents. À l'aube, le lendemain matin, il y a près de 180 personnes qui ratissent la région dans tous les sens. Un quartier général de fortune est établi pour garder le contact par radio. On fouille centimètre carré par centimètre carré. Une ambulance stationne au quartier général et les auxiliaires féminines préparent des boissons pour les chercheurs. Des membres de la police criminelle arrivent sur les lieux pour enquêter si les développements de l'affaire le nécessitent. Vers 9h ce matin-là, qui est un lundi, quand le pasteur Sweck, qui vient de passer la nuit chez les parents de la petite disparue, rentre chez lui, il trouve assis dans l'entrée Neville Dolling, un célibataire de 22 ans qui vit avec ses parents dans une petite ville voisine. Ce que dit Dolling décide le pasteur à appeler la police. Quelques instants plus tard, Neville Dolling, grand garçon, mince, blond, intelligent, mais agité de quelques tics nerveux, fait au policier le récit que voici. Hier, je suis tombé sur le corps d'une petite fille en allant à la pêche. Je l'ai trouvée tout à fait par hasard dans les broussailles. Est-ce que vous l'avez reconnue ? Demande l'un des policiers. Non. Non, je ne la connais pas. Mais depuis, j'ai lu l'histoire de Wendy Pfeffer dans le journal. J'ai vu sa photo à la télévision, et je pense que c'est peut-être elle. Elle était morte ? Oh, sûrement. Parce que, lorsque je me suis penché sur elle et que j'ai pris son poignet, je n'ai pas senti son pouls. J'ai collé mon oreille sur sa poitrine où il y avait beaucoup de sang, mais je n'ai pas entendu battre son cœur. J'ai mis ma main au-dessus de son nez et de sa bouche. Je n'ai pas senti son souffle. Alors, comme elle était vraiment morte, je l'ai laissée là où elle était et je suis rentré chez moi. Mais, pourquoi ? Pourquoi ne pas nous avoir prévenus ? Parce qu'elle était morte et qu'on ne pouvait plus rien pour elle. Je me suis bien douté qu'il s'agissait d'un crime, mais je ne voulais pour rien au monde être mêlé à une affaire de crime. On m'a toujours dit qu'il ne fallait pas être témoin dans une affaire avec la police. Et puis ce matin, en entendant la radio, j'ai su que la gosse n'était toujours pas retrouvée. Alors j'ai eu pitié pour les parents et je suis venu trouver le pasteur. Inutile de vous dire, chers amis, que les policiers sont déjà debout. Allons-y. En montant dans leur Land Rover, les policiers demandent encore « Vous saurez retrouver l'endroit ?» Oui, je pense. Il faut dire, chers amis, que nous sommes dans un pays très sauvage. L'Australie, grande comme 5 fois la France, ne compte que 15 millions d'habitants et la petite ville de Milor est en bordure d'une région désertique, peuplée de collines, de falaises, traversée par les gorges profondes d'une rivière, où les fermiers de la région ont coutume d'aller pêcher des poissons, comme on n'en trouve plus chez nous. « Montez avec nous », disent les policiers au jeune homme, qui abandonne sa voiture, une petite Toyota blanche. La Land Rover démarre pour s'engager aussitôt sur une route sinueuse, non empierrée, et suivie à quelque distance d'une caravane de journalistes et de curieux. Après avoir parcouru 3 ou 4 milles, le jeune Neville les arrête. Il faut descendre ici. La Land Rover arrêtée sur le bord de la route, les 3 policiers le suivent alors le long d'un sentier
au milieu de broussailles très denses, mêlées d'arbustes et de buissons épineux. Quelquefois même, le sentier disparaît complètement et à quelques mètres seulement les uns des autres, les hommes se perdent de vue au milieu de chardons de 2 mètres de haut. Ils sont environ à 300 mètres au-dessus du lit de la rivière et le sentier descend vers les berges qui sont en réalité des falaises de 80 mètres. Les hommes font attention car il est bien connu que la région est infestée de serpents. Enfin, après avoir parcouru péniblement 5 à 600 mètres, Dolling commence à regarder autour de lui. « C'est par ici, dit-il. » Au bout d'une minute, il s'arrête. « Faut revenir en arrière, j'ai dû passer l'endroit. » Il refait donc en sens inverse très lentement, en regardant chaque buisson, cette portion du sentier. Enfin, il se tourne, l'air gêné, vers les policiers. « J'aurais juré que c'était là. » Les policiers voient au bord du sentier un emplacement où les buissons sont un peu moins serrés. « Là ? » Oui, là. Évidemment, les policiers regardent le jeune homme de travers. C'est le genre de plaisanterie qu'ils n'aiment pas beaucoup. « Eh bien, mon vieux, dit le chef d'un ton bourru, vous avez eu la berlue ? Ou votre cadavre est parti tout seul ? Ou encore vous aimez la publicité ? Ah, je vous jure que c'était pas une blague. » Ils cherchent encore pendant 10 minutes, plus ou moins à 4 pattes, accrochant leurs vêtements dans les ronces, leurs chapeaux dans les épineux, entendant parfois le glissement rapide d'un serpent dans les pierres et les broussailles sèches. Furieux, le chef des policiers rugit brusquement « Allez, bon, ça va, demi-tour !» L'ordre se répercute tout le long du sentier, sur la file des policiers, des journalistes, des curieux, qui se sont petit à petit accumulés. Neville est visiblement ahuri et consterné, mais les policiers et les journalistes sont convaincus que le gosse est cinglé, et qu'il a cherché à faire parler de lui. C'est alors que l'un des policiers surgit, dans un grand craquement de broussailles, brandissant une sandale en matière plastique. « Chef, chef, j'ai trouvé ça !» La sandale est du pied gauche, de petite taille, déjà usée, un gravier, est resté coincé dans le dessin de la semelle. Comme je vous l'ai dit, chers amis, cette région est très sauvage. Les abords de ce sentier ne ressemblent pas comme chez nous à des décharges publiques. Y trouver une sandalette d'enfant, quand on y recherche le cadavre d'un enfant, c'est évidemment un indice important. Reste à savoir si la sandalette appartenait vraiment à la petite Wendy. Tandis qu'un policier se précipite déjà vers sa voiture pour aller la montrer aux parents de l'enfant, qui l'ont d'ailleurs identifié sans hésiter, le chef des policiers organise, tant bien que mal, une battue le long du sentier. Neville murmure au chef des policiers « Vous voyez que je ne vous ai pas menti ?» Mais le chef des policiers ne se départit pas pour autant de son air bourru. « À voir, dit-il. Si la petite était morte, pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas retrouvée là où vous l'avez laissée ? C'est peut-être le criminel qui a emmené le corps. » Pourquoi pas, pense le policier. C'est logique. Le criminel s'est peut-être écarté pendant que Neville s'approchait, puis il est revenu prendre le corps quand il est reparti. Mais il y a aussi 2 autres hypothèses. L'enfant n'était pas morte, et elle est partie toute seule. Dans ce cas-là, on va la retrouver, car elle ne pouvait pas aller bien loin. Ou bien c'est Neville Dolling qui l'a tuée. Et on ne voit pas pourquoi il aurait amené les policiers ici. À moins que... Oui, bien sûr. Il y a encore une autre solution. Je vous rappelle, chers amis, les 3 hypothèses qu'envisage le policier. Première hypothèse, le criminel s'est peut-être écarté pendant que Neville s'approchait, puis il est revenu prendre le corps quand Neville est reparti. Deuxième hypothèse, l'enfant n'était pas morte et elle est partie toute seule. Dans ce cas-là, on va la retrouver car elle ne pouvait pas aller bien loin. Troisième hypothèse, c'est Neville Dolling qui l'a tuée et on ne voit pas pourquoi il aurait amené les policiers ici. Mais il reste bien sûr une 4e hypothèse, assez difficile à admettre, mais qui mérite d'être vérifiée. C'est Dolling qui aurait cru tuer l'enfant, qui aurait conduit les policiers sur les lieux, on ne voit pas très bien pourquoi, sinon pour égarer les soupçons, mais la petite fille n'étant pas morte, serait partie entre-temps. C'est donc sans conviction que le chef de la police décide d'interroger sérieusement le jeune Neville Dolling. Or, comme vous allez le voir, chers amis, celui-ci ne laisse pas d'avoir un comportement bizarre. Voilà ce qu'il raconte. Je suis parti à la pêche en voiture, quelque part, le long des falaises de la rivière. J'ai vu un serpent. Comme j'ai une peur terrible des serpents, mais alors là,
Une peur horrible, hein. Je me suis enfui. J'étais paniqué. Dans ces cas-là, je me souviens plus de rien. C'est une véritable absence mentale, presque une syncope. Je n'ai repris vraiment conscience de mes actes que lorsque j'ai découvert le corps de Wendy. Voulez-vous dire que vous pourriez l'avoir tué sans vous en rendre compte? Le jeune homme outré jure que ce n'est pas lui le meurtrier. Il a simplement vu le cadavre, c'est tout. Alors, comment expliquez-vous sa disparition? Mais je ne vois qu'une explication. C'est le criminel qui a emmené le corps. Mais êtes-vous sûr qu'elle était morte? Certain. Or, lorsque la police interroge le père de Neville, ce dernier reconnaît que le jeune homme est immaturé et que c'est un menteur invétéré. Certes, il n'a pas de casier judiciaire, mais ses parents avouent qu'ils ont dû plus d'une fois réparer discrètement ces bêtises, dont certaines le mettaient en infraction avec la loi. Le chef de la police entend également son ex-petit ami qui prétend avoir rompu avec lui à cause de son instabilité et de ses perpétuels mensonges. Évidemment, à chacune des personnes qui l'interrogent, le policier demande si le comportement sexuel de Neville lui a paru normal. Pour le père, pour la petite amie, pour le pasteur, oui. Normal. Et pourtant, il en sait des choses, le pasteur, car chaque fois que Neville a fait une bêtise, c'est chez lui qu'il se précipite, bourrelé de repentir, ce qui est la meilleure façon de se faire pardonner de ses parents, qui sont très croyants. Alors, tandis que l'on interroge le jeune homme, la police inspecte sa petite Toyota blanche, son matériel de pêche et les vêtements qu'il portait la veille. Des traces de sang sont relevées sur ses vêtements et sur une canne à pêche. C'est du sang humain du groupe O, le même que celui de Wendy, alors que celui de Neville est du groupe A. C'est vrai, dit Neville, je vous l'ai dit. La petite était pleine de sang. J'en ai eu plein les mains lorsque je l'ai touchée. À votre avis, comment a-t-elle été tuée? Je sais pas. Le sang avait coulé de sa poitrine. C'était peut-être des coups de couteau. On n'a pas trouvé de couteau dans votre matériel de pêche. Enfin, voyons, il n'y a pas de matériel de pêche sans couteau. J'ai laissé tomber mon couteau dans la rivière, hier, en pêchant. Mais c'est en examinant la voiture du jeune homme que les policiers font la découverte la plus troublante. Une fine trace de poussière terreuse est observée sur la porte de la boîte à gants du tableau de bord en face du fauteuil du passager. Cette porte démontée est aussitôt expédiée au laboratoire technique de la police, où l'on détermine que cette trace est l'empreinte imprimée par une paire de sandalettes. Ces empreintes sont comparées à la semelle de la sandalette gauche de Wendy trouvée sur le sentier. Rappelez-vous, chers amis, il y a un gravier incrusté dans le talon de cette sandalette. Or, l'examen démontre que sur le gravier, il y a 3 petites bosses qui laissent 3 points quand on imprime le talon de la sandalette sur la poussière. Et l'empreinte de la porte de la boîte à gants porte les mêmes marques. L'expert est donc formel. C'est la sandale gauche que portait Wendy au moment de sa disparition qui a laissé son empreinte sur la porte de la boîte à gants de la voiture de Neville. J'ai sous les yeux un dessin. C'est en effet parfaitement possible, une attitude presque naturelle chez un enfant de 8 ans assis sur le siège, les jambes légèrement repliées, les pieds appuyés sur la boîte à gants du tableau de bord. N'oubliez pas que c'est une petite voiture. Cette fois, il devient évident que Neville Dolling est loin d'avoir dit toute la vérité. Nous sommes lundi soir. La 2e journée s'achève. Dans un rayon d'1 mille autour du lieu signalé par Neville, le corps de l'enfant n'a pas été retrouvé, bien que l'on ait battu toutes les broussailles. Pour les policiers, il est clair qu'une décision doit être prise en ce qui concerne le jeune homme. On ne peut pas courir le risque de le laisser s'enfuir s'il est coupable. D'autre part, on ne peut pas arrêter et garder en prison un citoyen australien sans une accusation précise. Mais les policiers se trouvent dans une situation assez exceptionnelle. D'une part, ils ont réuni suffisamment d'indices pour soupçonner le jeune homme d'avoir commis un meurtre, mais encore faudrait-il être sûr qu'il y ait bien un meurtre. Car si l'enfant n'est pas morte, il n'y a pas de meurtre. Or, c'est justement lui, Neville, qui affirme qu'elle est morte. Notons au passage que pendant toute cette journée, Dolling est resté calme, assez satisfait de voir l'attention qu'on lui porte, répondant aux questions des policiers et des journalistes avec amabilité. Quelquefois, on a l'impression qu'une ombre de sourire s'étend sur son visage lorsque l'un des enquêteurs se trompe ou constate un échec. Finalement, tard dans la nuit, après avoir estimé que pratiquement les chances de retrouver vivante la petite Wendy sont infimes,
les policiers prennent le risque d'inculper Neville Dolling pour meurtre. Je n'ai pas besoin de vous dire, chers amis, que l'histoire ne s'arrête pas là, sinon elle ne figurerait pas dans nos dossiers extraordinaires. Les récits extraordinaires de Pierre Delmar, un podcast Europe 1. Nous sommes le mardi 25 octobre. Le jeune Neville Dolling, 22 ans, qui a vu le cadavre de la petite Wendy 8 ans l'avant-veille, vient d'être accusé dans la nuit de l'avoir tuée. Mais malgré toutes les recherches, le corps de l'enfant reste introuvable. Soudain, vers 17h45, dans un sentier à plus de 4000 de l'endroit indiqué par Dolling, et de l'autre côté des gorges de la rivière, 2 volontaires participant aux recherches aperçoivent des empreintes de pas à la lueur des phares de leur voiture. Ces empreintes sont celles d'un enfant portant une sandale droite analogue à la sandale gauche de Wendy. Les volontaires essaient de suivre les traces à la lueur des phares de leur Land Rover, le temps de constater que l'enfant doit changer sa sandalette de pied lorsque l'un de ceux-ci le fait trop souffrir. Bientôt, la nature du terrain devient tellement sauvage que sans lumière, ils sont obligés d'abandonner les recherches. Mais s'il s'agit de la petite Wendy, et ça ne peut être qu'elle, est-elle encore vivante? Et pour combien de temps? D'autant que d'immenses feux de brousse ont brûlé dans cette région tout le jour. Organiser une gigantesque battue risque d'être trop long. Aussi, les autorités décident-elles de faire appel à 2 pisteurs, c'est-à-dire à 2 spécialistes de la poursuite du gibier dans ces régions semi-désertiques. Eux seuls pourront, malgré l'incroyable densité de la végétation et les accidents du terrain, suivre les petites traces jusqu'au bout sans les perdre. Les 2 hommes voyagent toute la nuit et parviennent sur les lieux vers 4 heures du matin. Ils entreprennent aussitôt de suivre la piste invisible à tous ceux qui les accompagnent. Les policiers, le père de Wendy, les journalistes, les amis, les photographes, les radioreporters, etc. La piste, c'est ici une minuscule petite branche cassée, c'est là une feuille sèche, anormalement disposée, une traînée sur la pierre, et tout cela, bien entendu, presque à 4 pattes. Enfin, après 3 heures, l'un des pisteurs qui marchait en tête appelle « Par ici! Par ici !» On découvre l'homme tenant une petite fille contre lui. Vivante, elle tend les bras vers son père. Trop faible pour se tenir debout, Wendy est immédiatement emmenée à l'hôpital du district, où l'on établit qu'elle a reçu 3 coups de couteau sur le côté gauche de la poitrine et qu'elle a une pneumonie. Les docteurs retireront environ 1 demi-litre de sang de la cavité pleurale, résultant des coups de couteau qui ont été déviés par les côtes et qui n'ont pu pénétrer le cœur ni totalement les poumons. Elle est également couverte de coupures, de meurtrissures dues à la broussaille. Pendant ce temps, les pisteurs montrent l'endroit où Wendy a traversé la rivière sur des pieux, par chance, là où elle ne faisait que 2 pieds de profondeur, et les petits abris qu'elle a confectionnés avec des branchages pour se garantir du vent glacé de la nuit. Voilà l'affaire, telle qu'on peut la déduire du récit de l'enfant. Neville, conduisant sa petite voiture blanche, s'arrête près de l'enfant le dimanche après-midi et lui demande si elle connaît un endroit pour pêcher. Marchant à côté de la voiture, Wendy dit à Dolling qu'il peut pêcher sur les hautes rives de la rivière Onkaparinga. Soudain, la porte de la voiture s'ouvre brutalement. Neville attrape l'enfant et la tire dans la voiture. Là-dessus, il démarre en trombe. La petite Wendy commence à se débattre violemment en donnant des coups de pied. Après avoir parcouru une courte distance, Neville s'arrête, sort un couteau et poignarde 3 fois la fillette dans la poitrine. Par chance, à chaque coup de couteau, la lame heurte une côte et n'atteint pas le cœur. Chaque fois qu'elle rencontre une côte qui la dévie, la lame perce le poumon gauche, perdant beaucoup de sang et choquée par la surprise de l'attaque, Wendy s'évanouit. Neville conduit sa voiture jusqu'à un endroit désertique, l'étroit sentier bordé de buissons menant à la rivière. Là, il s'arrête, transporte l'enfant inconsciente dans les broussailles. Il retire son slip et, ce faisant, fait tomber sa sandale gauche. Après quoi, il essaie de ranimer l'enfant, peut-être, pour la violer. Quand il voit qu'il n'y arrive pas, Neville commence à paniquer, convaincu qu'il l'a tuée. Il prend son pouls, essaie de détecter quelques signes de respiration. N'en trouvant point, il croit l'enfant morte, l'abandonne, remonte dans sa voiture et s'en va. Quelque temps plus tard, Wendy reprend conscience. Elle trouve sa culotte à côté d'elle, mais pas sa sandale gauche.
et s'en va, titubante, se servant de son slip pour éponger et tenter d'arrêter le sang de ses blessures. Elle erre le long du sentier dans les broussailles. Elle ne connaît pas la région. Et quand elle aperçoit une maison au loin, elle n'ose pas frapper à la porte, de peur que son agresseur ne l'habite. Alors elle continue complètement perdue, traverse la rivière, et ne fait demi-tour que le lendemain, en voyant s'élever devant elle des feux de brousse. Étant donné la gravité de ses blessures, le froid terrible qu'il fait dans ces régions la nuit, l'abondance des serpents, le fait qu'elle n'ait pas été violée ni achevée par Neville, qui, s'il l'avait su vivante, aurait voulu l'empêcher de parler, sa survie est un véritable miracle, dû en grande partie, il faut le reconnaître, au fait qu'il s'agit d'une enfant remarquablement intelligente. Et Dolling. Eh bien, Dolling, bien qu'il affirme jusqu'au bout qu'il n'est pas le coupable, il est condamné à 10 ans de prison. Les parents ont dit aux journalistes « Voyez-vous, il y a beaucoup plus qu'on ne le pense de choses obtenues par ceux qui prient Dieu. » Vous venez d'écouter Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast issu des archives d'Europe 1 et produit par Europe 1 Studio. Réalisation et composition musicale, Julien Tarot. Production, Raphaël Mariat. Patrimoine sonore, Sylvain Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Remerciements à Roselyne Bellemare. Les récits extraordinaires sont disponibles sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi le prochain épisode en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée. Europe 1 Archives. Bienvenue dans les récits extraordinaires de Pierre Bellemare. Un podcast issu des archives d'Europe 1. Intelligent? Ah oui, très au-dessus de la moyenne. Répugnant? Oui. On n'a jamais vu plus répugnant. Émouvant? Très émouvant. Sinistre? Oui. Drôle? Oui. Vous allez voir. Très drôle. Alors fascinant? Certes. Le plus fascinant criminel de l'après-guerre. Alors il est exceptionnel? Oui. C'est un monstre. Un vrai, si j'ose dire. Comme il n'en existe plus. Mais c'est aussi le fruit monstrueux, vénéneux, mais inévitable d'une époque. Le champignon poussé en quelques heures sur le corps de l'Allemagne blessée en 1944. Il s'appelle Rudolf Pley. 1944. L'Allemagne de la débâcle. C'est un immense no man's land où les armées alliées, la population en exode, la Wehrmacht en déroute, forment un magma insoluble, des cadavres inconnus, dont on ne saura jamais ni le nom, ni le meurtrier peuplent les forêts. Les femmes se vendent pour une croûte de pain. Les jeunes déserteurs forment des bandes de pillards, vivant dans les bois et se jetant sur les fermes isolées. La faim et la peur habitent l'Allemagne. Puis ce cauchemar s'organise. Bientôt, ce n'est plus le désordre absolu autour de la frontière intérieure, séparant les deux zones qui deviennent deux Allemagnes. Tout un monde équivoque s'installe. Trafic, marché noir, espionnage et, bien entendu, des passeurs. C'est alors que le monstre, sujet de notre histoire, Rudolf Pley, va émerger des ténèbres violentes de la défaite allemande et jaillir des ruines de sa patrie comme ces bêtes de profondeur qu'une excavatrice soudain ramène des entrailles de la terre. C'est le premier chapitre de cette étonnante histoire que Jacques-Antoine a intitulée « On ne punit pas les lions, on les tue ». En Allemagne, de 1946 à 1947,
La frontière entre la zone Est et la zone Ouest a donné naissance à un nouveau type de criminel qui, se prétendant passeur, s'engage à faire franchir la frontière aux malheureux qui veulent revoir ou rejoindre leur famille et les tue, la plupart du temps pour les dévaliser. C'est ainsi que le 13 avril 1947, un commerçant, M. B. de Hambourg, fait la connaissance d'un homme qui lui propose de le passer dans la zone russe. Le passeur est soûl et rate l'endroit favorable au passage. Lorsque M. B. lui fait des reproches, l'inconnu tue M. B. de plusieurs coups de la hache qu'il a emporté. Le cadavre est pillé. Le 18 avril, l'auteur de ce crime retourne sur les lieux et est arrêté. Il s'agit du garçon de café Rudolf Pley, âgé de 22 ans. C'est un homme grand et fort, au visage rond, légèrement empâté, au front très haut, aux yeux enfoncés, à la lèvre gourmande et surtout avec un léger sourire ironique qui fait irrésistiblement penser à Orson Welles. On ne croyait pas, chers amis, que l'arrestation de cet homme va constituer subitement un fait divers passionnant. Non, non, tout se traîne d'abord dans une banalité écœurante. D'abord, il se défend tant bien que mal, puis, voyant que c'est inutile, il avoue qu'il était saoul lorsqu'il s'est querellé avec le commerçant, à qui il avait promis de faire franchir la frontière. Dans une crise de colère, il l'a abattu. À noter toutefois qu'il s'avère en prison extrêmement violent, attaque un de ses compagnons de cellule, qui n'échappe à la mort que de justesse. Finalement, il passe en jugement en 1949 et récolte 12 ans de travaux forcés, suivis d'un séjour dans une clinique spécialisée. Là, chers amis, je me permets d'attirer votre attention sur ce détail qui prendra dans la suite toute son importance. Le tribunal estime en effet nécessaire que Rudolf Pley accomplisse un séjour dans une clinique spécialisée. Pourquoi? Est-il fou? Non, pas du tout. Un examen psychiatrique à Göttingen a démontré qu'il était parfaitement responsable de ses actes. Alors, alcoolique? Oui, ça, il est alcoolique. Il a appris à boire pendant la guerre, mais pourquoi une clinique spécialisée? On peut penser que 12 ans de réclusion suffiront à le guérir. Épileptique? Ah, ce n'est pas pour ça, bien qu'il soit épileptique. Après s'être sauvé d'un bateau coulé par une bombe pendant la guerre et s'être extirpé de la carcasse d'un avion abattu en flammes, il a fait une première et grave crise d'épilepsie, bientôt suivie d'une seconde. On l'a soigné à la manière énergique du Troisième Reich. On a même voulu le stériliser, comme on l'avait fait déjà à sa sœur. Mais l'hôpital où il attendait cette cruelle opération a été détruit de fond en comble par les bombardements. Vous voyez, chers amis, que le destin a d'étranges détours, car s'il avait été stérilisé, le plus grand criminel de l'après-guerre en Allemagne n'aurait peut-être été qu'un mouton inoffensif. Enfin. Mais ce n'est pas pour son épilepsie que le tribunal souhaite le séjour de Rudolf Pley dans une clinique spécialisée. Non, c'est parce que Rudolf Pley est un être trop étrange, par trop inquiétant, par trop différent, et que les êtres humains qui composent le tribunal, s'ils estiment que son crime ne vaut pas plus de 12 ans de bagne, hésitent tout de même à laisser gambader dans une humanité qui n'est cependant pas paisible, un être qu'ils devinent absolument inhumain, je dirais, même non humain, bref, monstrueux. Au bout d'un an d'incarcération, la véritable affaire Pley commence. En effet, Rudolf Pley s'ennuie. Je suppose que tout à l'heure, vous comprendrez, chers amis, pourquoi il s'ennuie. Alors, comme il s'ennuie, il veut faire quelque chose, se rendre utile, et il écrit à l'administration pénitentiaire. On ne croyait pas que l'énormité de la demande qu'il va faire lui échappe. Ne croyez pas que c'est un naïf, non. C'est à la fois avec le plus grand sérieux et un humour qui dépasse la commune mesure que Rudolf Pley postule l'emploi de bourreau. Oui. Nommez-moi bourreau, demande Rudolf Pley. On lui répond qu'il existe déjà un titulaire à cette fonction. Oui, réplique Rudolf Pley, mais je serai un meilleur bourreau. L'administration répond qu'elle n'a rien à reprocher au bourreau actuel quant à la qualité de ses exécutions. Peut-être, réplique Rudolf Pley, mais celui-ci fait son travail par devoir, moi, ce sera
par plaisir. L'administration pense clore les discussions en affirmant qu'elle ne s'est jamais souciée du plaisir que prend à son travail l'exécuteur des hautes œuvres. Alors Pley parle technique. Il assure qu'il a déjà fait ses preuves et, tout tranquillement, il énumère ses titres. 60 personnes égorgées, étranglées ou assommées entre septembre 1946 et mars 1947 dans la zone russe, la Bavière, le Hanovre, etc. Évidemment, on ne le croit pas. Alors Pley demande à récupérer la veste qu'il portait lorsqu'il a été arrêté, d'où il extrait de la doublure des notes prises lors de son premier assassinat en 1946. Il propose aux policiers éberlués de les conduire sur les lieux du crime. Les policiers acceptent et commencent alors, de village en village, de la zone anglaise à la zone américaine et d'un côté et de l'autre du rideau de fer, un rallye. Une course au trésor, une sorte de jeu de piste géant et macabre, comme on n'en a jamais vu. Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast Europe 1. Je vous rappelle, chers amis, que sur la proposition même de Rudolf Pley, commence de village en village, de la zone anglaise à la zone américaine, et d'un côté et de l'autre du rideau de fer, un rallye, une course au trésor, une sorte de jeu de piste géant et macabre, comme on n'en a jamais vu. À la suite du colosse souriant et goguenard, les policiers vont exhumer cadavre sur cadavre. Avant d'aller plus loin, chers amis, je dois vous dire 2 mots sur la vie de Rudolf Pley. Vous comprendrez que c'est nécessaire. Je vous demande de ne jamais oublier que l'essentiel se déroule dans une ambiance démente, celle de l'Allemagne nazie, puis dantesque, celle de l'envahissement de l'Allemagne par les Alliés. Rudolf Pley est né en Tchécoslovaquie. Son père, marchand ambulant, buvait. Sa sœur épileptique a été stérilisée très jeune. Milieu familial très perturbé. Rudolf Pley redouble souvent ses classes et s'adonne à la contrebande. Il se montre bon camarade, fait des cadeaux à ses petits amis, mais dès qu'il n'est pas le centre de la bande, il voit rouge et attaque brutalement ses camarades en les blessant grièvement. Il avoue facilement ses brutalités après coup. Il ne termine aucun apprentissage, vit d'expédients, fait presque le tour du monde comme Mousse et Marmiton. De 1940 à 1941, il est steward d'un bateau qui, du fait de la guerre, ne quitte pas le port de Hambourg. Le service du travail obligatoire l'envoie dans différentes usines où il n'a aucun rapport sexuel avec aucune femme. Il se met à boire lorsqu'il devient garçon de café à Marienberg de 1944 jusqu'au 7 février 1945. C'est un garçon honnête, propre, travailleur et poli. Il lit beaucoup de romans policiers et aime raconter avec grand brio à ses collègues ce qu'il a lu. Il a un enfant avec une fille qu'il a connue à Marienberg. Il fait la connaissance d'une autre, presque en même temps, avec laquelle il a un autre enfant. Et il l'épouse. Oui, il épouse cette dernière. Au début de son mariage, ses relations sexuelles avec sa femme sont tout à fait normales. Après la capitulation de l'Allemagne, Pley devient auxiliaire de police en zone russe. Et là, c'est peut-être la chose qu'on lui reprochera le plus, davantage que ses crimes. Pour un Allemand de la zone occidentale, il est aussi déshonorant d'avoir été policier de l'autre côté qu'en France d'avoir, par exemple, servi la Gestapo entre 40 et 42. Pley en est d'ailleurs rapidement chassé, car un jour où il doit arrêter le pillage d'une ferme, un coup de son fusil part par inadvertance et blesse un des pilleurs. Pley enlève les vêtements du blessé pour voir la plaie. Le contact et la vue de ce corps dénudé, plein de sang, éveillent en lui des sensations d'une intensité extraordinaire. Et après cette expérience, il ne veut plus coucher normalement avec sa femme. Mais ce qu'il lui demande, bien qu'assez anodin d'après ce que nous avons cru comprendre, déplaît à cette dernière, et elle le repousse. Il essaie de l'enivrer pour qu'elle se laisse faire, mais elle le repousse encore. Pley est devenu entre-temps représentant de commerce et pendant ses déplacements, il tâche de rencontrer des femmes qui seraient prêtes à accepter ses curieuses habitudes. Mais il n'en trouve pas car, il faut bien le dire, son physique est assez inquiétant. Pendant un de ses voyages d'affaires qu'il fait avec un camarade, un dénommé Hoffmann, il lui fait part de ses déconvenues avec les femmes. Et celui-ci lui dit « Si une femme
ne veut pas se tenir tranquille, il faut la rendre immobile. Cette idée ne quitte plus Bligh. Et lorsqu'il retrouve Hoffman le 23 mars 1946 pour un voyage d'affaires commun, il se décide à agir sur la frontière entre les deux zones, ce qui leur paraît l'endroit le plus propice. C'est là donc que Rudolf Bligh conduit les policiers pour leur faire le récit suivant. Dans le noir, nous rencontrons en effet Eva, une jeune femme de 36 ans, qui s'est perdue dans les bois près de Leipzig. Nous nous offrons à la conduire, et je la tue avec une hache alors qu'elle marchait devant moi avec Hoffman. Aussitôt, je m'agenouille près de la morte. Mais inutile, messieurs, de laisser libre cours à votre imagination. Une fois la malheureuse étendue sur le sol, il ne se passe rien de vraiment extraordinaire. Je me contente de quelques caresses que l'on pourrait considérer comme insignifiantes, si elles ne nécessitaient pas, pour être efficaces, que la partenaire soit en train de rendre le dernier soupir. Que voulez-vous, précise Bligh? Je ne sais pas comment on peut avoir du plaisir avec une femme sans la tuer. Je ne comprends pas les autres hommes. Il leur suffit de les caresser. Moi, il faut qu'elle meure. Cela m'est nécessaire. Le mot est en allemand « Ich brauche ». J'en ai besoin. Pendant ce temps, Hoffman, beaucoup plus matérialiste d'après Rudolf Bligh, pille le cadavre, après quoi il conseille à Bligh de garder sa hache, qui pourrait resservir. Les deux hommes se serrent la main pour sceller leur complicité. Mais ce n'est qu'un début. 2 mois plus tard, Bligh renouvelle le même cérémonial, mais cette fois avec un marteau, et il obtient 2 fois ce qu'il désire, pendant la lutte et après. Sur ce, il s'endort près du cadavre, auquel il n'a rien pris d'autre que la vie. Car Bligh n'est pas un voleur, bien sûr. Son premier complice, Hoffman, puis son second complice, Schessler, ne se priveront pas de piller les cadavres et ils essaieront souvent d'orienter le choix de Rudolf Bligh vers des personnes qu'ils soupçonnent de transporter quelques richesses. En effet, s'ils écoutaient Bligh, qui de toute évidence les préfère jeunes et robustes, seuls les critères esthétiques détermineraient le choix des victimes. Mais il faut bien vivre, n'est-ce pas? Un jour, où ses complices veulent à tout prix lui faire attaquer une fille jeune, trop mince, par trop dépourvue de poitrine, il ne se sent pas assez motivé et au dernier moment, le courage lui manque. Et puis, il les lui faut entière. C'est ainsi que lorsqu'Hoffman lui présente un jour une femme par ailleurs fort bien faite, mais à qui il vient de couper la tête, Bligh vomit. Alors Hoffman se contente de lui prendre son sac, et Bligh trouve cela écœurant. Amputer une femme de sa tête simplement pour lui prendre son sac, on n'a pas idée. Il a des mots un jour avec Schessler, parce que celui-ci, pour prendre une bague, a coupé le doigt d'un cadavre. D'ailleurs, Rudolf Bligh trouve odieuse cette manie qu'a Schessler de se servir d'un couteau de chasseur. Mais que fait-il des cadavres? Si l'assassinat nécessite un certain rituel, à savoir des coups sur la tête, la dissimulation du cadavre supporte toutes les fantaisies. Une garde-barrière est jetée dans un puits, une vieille dame est enterrée dans un cimetière, une autre est jetée dans la rivière. Quelquefois, pour empêcher toute identification, comme la police des diverses zones ne collabore pas toujours, le corps est laissé sur place et l'un des criminels s'en va, la tête coupée d'une main, les vêtements de la victime de l'autre, jetés l'une dans la zone russe, toujours proche, le reste dans la zone britannique. Notez bien que Rudolf Bligh ne perd jamais son sang-froid. Ainsi, un jour qu'il pique-nique avec l'un de ses complices et 2 femmes qu'ils ont rencontrées dans les bois alors qu'elles cherchaient le passage de la frontière, Bligh assomme l'une d'elles. C'est alors qu'il s'aperçoit que son complice est parti avec l'autre femme et une bouteille d'eau-de-vie. Craignant qu'il boive toute la bouteille sans lui en donner, il hésite un instant, puis abandonne la malheureuse sans y toucher et part à leur recherche. La femme survivra grâce à cela, car elle sera découverte quelques heures plus tard par un paysan. Hélas, l'autre fera les frais. Inutile de vous dire que Bligh et Schessler finiront la bouteille. Après moultes expériences, Rudolf Bligh préférera utiliser Schessler comme complice parce qu'il est beau garçon et lui abat de plus belles femmes. Bien sûr, il leur arrive des avatars. Par exemple, risquant d'être surpris après avoir tué une femme, Bligh s'enfuira en emmenant simplement une poupée qu'il a trouvée dans ses affaires et son manteau. Il faut dire que nous sommes l'avant-veille de Noël. Il va donc offrir la poupée à sa fille et le manteau à sa femme. Ils connaissent aussi des coups heureux. Ils rencontrent par exemple une femme qui n'excite pas beaucoup l'imagination de Rudolf Bligh, mais il se trouve que c'est à l'endroit même où 3 jours plus tôt, ils en ont tué une autre. Et la pierre qui a servi à tuer la première est toujours là, quelque part dans les buissons. Alors, comme dira Hoffman, pour un si petit effort, c'est toujours ça de prix.
Et la dame a des bijoux dans son sac. Chacun de ces crimes, bien entendu, Rudolf Pley les raconte en long et en large, sans rien dissimuler, sur les lieux mêmes où ils s'étaient accomplis. Chaque fois, la police retrouve soit le cadavre, ou quelques preuves, ou bien reçoit enfin l'explication d'un crime ou d'une disparition demeurée mystérieuse. Lorsqu'il a mené les policiers sur les lieux du 9e crime, Rudolf Pley, Goguenard leur déclare « Cette fois, messieurs, vous avez les preuves qu'il vous fallait. Pour moi, c'est fini. » Les autres crimes, demandent les policiers. « Il y en a 60, répète Rudolf Pley. Mais vous avez déjà de quoi travailler. Moi, j'en ai assez. Pour les autres, trouvez-les. C'est votre métier. » Lorsque les policiers en auront enregistré une douzaine, dont 9 entièrement instruits, identification de la victime, preuves, autopsie des corps, etc., ils estiment qu'ils ont amplement de quoi faire condamner Pley et mettre fin à leur enquête. Mais, comme vous allez le voir, ils ne mettent pas fin à l'affaire Pley dont le dossier n'est pas près de se refermer. D'abord, il y a les 2 incroyables complices. L'un, Hoffmann, 40 ans, plutôt patibulaire, l'air d'un vieux baroudeur. L'autre, Schössler, 25 ans, beau gosse, athlétique, propre, net, le visage mince et sérieux. Il est arrêté alors qu'il rentre en Allemagne après un engagement de 2 ans dans la Légion étrangère. Il porte encore le pullover qu'il a volé à l'une de ses victimes et avoue sa participation à certains crimes. Hoffmann, lui, nie tout en bloc. Et Rudolf Pley s'écroule de rire dans sa prison et, comme pour s'amuser, accable son complice. Il faut dire que la conduite de Rudolf Pley en prison est absolument déconcertante. D'abord, le colosse a prévenu ses gardiens et les magistrats qu'il ne parlera que dans la mesure où on le nourrit comme il l'entend, c'est-à-dire qu'il engloutit chaque jour 5 litres de soupe épaisse, 3 kilos de pommes de terre et de la viande en quantité telle qu'elle suffirait à nourrir un fauve. Il tient parole, dès qu'il a faim, il ne parle plus. Et puis, il écrit un livre dans lequel il raconte dans les moindres détails comment il est, pourquoi il est devenu ce qu'il est, pourquoi il tue et comment il tue. Il intitule ce livre, devinez comment, Mein Kampf. Il en négocie la parution avec des journaux étrangers qui, d'ailleurs, n'oseront jamais le publier, du moins à notre connaissance, tant le contenu en est horrible. Mais bien qu'horrible, ce contenu ne laisse pas d'être extrêmement troublant. On y lit par exemple ceci. « Je ne suis pas un homme comme les autres. Je l'ai amplement prouvé. Si je ne suis pas un homme comme les autres, qui suis-je? Un autre peut-être? Un non-humain? Une autre sorte d'hominien qui a besoin de tuer pour vivre, comme tant d'autres êtres vivant sur la terre? Qu'on me supprime, parce que je suis gênant. Je suis bien obligé de l'admettre puisque je ne suis pas le plus fort. Mais je n'accepte pas qu'on me juge, qu'on me dénie le droit de tuer, puisque c'est la nature qui me l'a donné. On ne juge pas les fauves. Lorsqu'on veut s'en débarrasser, on les tue, sans procès, sans hypocrisie. » Et le monstre, pour ajouter au titre de son livre, qui est déjà une atroce provocation, a écrit un sous-titre, Todmacher, ce qui signifie « fabricant de mort ». Il s'intitule d'ailleurs le meilleur spécialiste d'Allemagne en la matière. Il est vrai que, selon l'humour noir qui ne le quitte pas, il fait suivre cette qualité des initiales AD qui désignent en Allemagne la mise à la retraite des fonctionnaires et des militaires. On pourrait donc traduire par Rudolf Pley, fabricant de mort du cadre de réserve. Voilà donc l'effarant personnage qui va comparaître devant le jury d'assises du Hanovre, où les journalistes du monde entier sont accourus pour contempler un monstre authentique comme on n'en fait plus, et surtout assister à son autopsie. Un monstre inattendu, plein de surprises, colossal et fragile, un criminel exceptionnel dans une époque exceptionnelle. Vous venez d'écouter les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast issu des archives d'Europe 1 et produit par Europe 1 Studio. Réalisation et composition musicale, Julien Tarot. Production,
Raphaël Mariat. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Remerciements à Roselyne Bellemare. Les récits extraordinaires sont disponibles sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi le prochain épisode en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée. Europe 1 Archives. Bienvenue dans les récits extraordinaires de Pierre Bellemare. Un podcast issu des archives d'Europe 1. Donc, chers amis, pour assister au procès, les journalistes accourent du monde entier vers le Hanovre, où tombent les premières neiges de l'automne. Évidemment, des criminels comme Rudolf Pley, il y en a eu d'autres, même chez nous. Souvenons-nous de Landru, du docteur Petiot. On hésite donc à dire qu'on va se trouver devant une affaire typiquement allemande. On ne voudrait pas laisser entendre que l'Allemagne a l'exclusivité de ce genre de criminels. Pourtant, nous sommes ici en plein conte d'Hoffmann. La terreur se nuance du fantastique des danses macabres. Et la ville de Till-Eulenspiegel et d'Henri Loiseleur, avec ses pignons, ses clochers noirs, ses toits bossus, encadre bien ces fantômes tragiques, ces histoires de vampires qu'on va nous conter au long des audiences. Le lieu même où va se dérouler le procès est à vous couper le souffle. C'est un palais de justice, de style Hohenzollern, soufflé par les bombes. En 1948, il ne reste que piliers de briques noires, escaliers aux marches ébréchées semés de gravats. Mais au milieu de ces ruines, on a reconstruit et aménagé une merveilleuse salle d'audience, bloc de lumière tout neuf, vaste carré aux murs gris clair, au parquet de chêne blanc miroitant que jonchent des moquettes beiges. Tout le fond de la salle, derrière les juges, est coupé par une immense verrière, aux vitraux légèrement colorés de vert et de rose, derrière laquelle se dessine vaguement la carcasse du palais en ruine. De ce mur de verre se déverse la lumière froide d'un ciel plein de neige. Vestiaire, téléphone, triple rampe de néon encadrant le plafond, c'est le prétoire tel qu'en conçoivent un jour de génie les décorateurs de cinéma. Dans cette clinique judiciaire, 3 juges en habits et cravates blanches sous leurs robes noires, 6 jurés bien mis, qui ont l'air de former le conseil d'administration d'une affaire prospère, mais sans grande chance d'extension, vont juger le monstre. Minute inoubliable quand l'accusé, Rudolf Pley, fait son entrée, enchaîné par les poignets, flanqué, précédé, suivi de gardes en tunique vert brouillard à parements d'or coiffés de casquettes plates. Je vous disais hier que Rudolf Pley, au moment de son arrestation, ressemblait à Orson Welles. Il en avait la stature, l'épaisseur, l'ironie. Mais quelques années ont passé, il a maintenant 27 ans, et pour Pierre Seize, il ressemble de manière hallucinante à l'acteur Peter Lorre, jouant dans le film de Fritz Lang, Le Maudit, le rôle de son aîné, de son précurseur, le vampire de Düsseldorf. Il est vêtu d'une étrange veste courte et ronde, couleur moutarde, qui lui donne l'air d'avoir par mégarde passé à l'envers une camisole de force. Sa cravate claire sort d'une chemise bleu marine. Ses complices le suivent à distance. Ces 3 hommes se haïssent et chacun conspire à la perte des 2 autres. On a dû prendre envers eux les précautions que les dompteurs prennent dans les ménageries pour les fauves dont on craint qu'ils ne s'entre-dévorent. Pley est tout seul, encadré de gardes qu'il faut relever toutes les heures, de crainte qu'ils ne relâchent leur vigilance. N'oublions pas que s'il a tué des dizaines de femmes, toutes par des coups frappés à la base du crâne, il a aussi, dans des accès de colère, tué des hommes. Pourquoi le tient-on, le dos tourné à la salle, face au prétoire? Eh bien parce qu'on craint ses réactions. On préfère lui dérober la vue des rares femmes, journalistes ou photographes, qu'on a autorisées à assister au procès. Son principal complice, Hoffmann, est à une extrémité du box des accusés, perpendiculaire à la stalle où Pley est assis. À l'autre bout du box, et séparé de lui par une garde attentive, on trouve le 3e homme de ce procès cauchemar, Schussler. C'est un assez beau garçon, très brun, dont les longs cils battent devant des yeux au regard fixe, ce qui lui donne un air faux.
Pour ajouter à l'étrangeté de la scène, son avocat est aveugle de guerre. Face à ces trois hommes, et les tenant sous leur regard, comme un savant tient un microbe sous le miroir du microscope, siègent les trois psychiatres et le médecin légiste. Ce dernier, le docteur Schulz, est le père du compositeur Norbert Schulz, auteur de la trop fameuse Lily Marlène, qui demeure pour nous Français la chanson amère des années 40. Mais revenons au monstre. Pierre VI écrit « Pauvre monstre », et vous allez comprendre pourquoi. On l'a délivré de ses chaînes, il s'est dressé, court et trapu sur ses pattes de derrière. Un bref interrogatoire d'identité et vite on lui demande de s'expliquer. Il va s'expliquer. Et nous allons savoir comment on devient un monstre. Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast Europe 1. Rudolf Pley est né en Saxe, d'un père communiste que la victoire nazie a contraint à se réfugier en Tchécoslovaquie. Enfant, on le place apprenti chez un maréchal ferrant. Pley est un mime remarquable et limite le compagnon en tablier de cuir levant sa masse sur la corne fumante des chevaux. À 13 ans, un nazi tchèque tente, sans y parvenir, de le rallier à l'homosexualité. À 14 ans, ce qu'il croit être l'amour lui est révélé dans une cave par une fille de taverne. Pour cette femme vénale, Rudolf, qui n'a pas d'argent, vole son père, qui le chasse. Lorsque la guerre éclate, il a 15 ans, les services du travail obligatoire l'envoient comme steward sur les bateaux de guerre, il est coulé par une mine, il se sauve d'un avion abattu en flammes, partout autour de lui, on souffre, on saigne, on meurt. Une vie, c'est si peu de choses dans cette Europe où l'on écrase toute la population d'une ville sous les bombes simplement pour faire peur aux autres, où l'on fait mourir en un seul jour des milliers d'hommes dans la boue glacée des steppes russes, sur le simple caprice d'un état-major lointain, où l'on parque des êtres par millions pour les faire périr, en application de lois aussi fantaisistes qu'atroces. Qu'est-ce que vaut une vie? Tout le monde tue, de toutes les manières. L'État tue, la loi tue, la justice tue, l'armée tue, les SS tuent, les Russes tuent, les avions américains tuent, les avions anglais tuent. Dans les pays occupés, les résistants tuent. Bref, tout le monde peut tuer. Il suffit d'avoir une raison pour le faire. Alors qu'on ne vienne pas dire à Rudolf Pley que lui, seul au monde, n'aurait pas le droit de tuer. Et Pley demande « Que dans cette salle? Ceux qui n'ont jamais tué, lèvent la main. » Personne ne bouge. « Taisez-vous, » dit le juge. « Alors que ceux qui ont tué, lèvent la main. » Personne ne bouge. Une espèce de gaieté funèbre, lui dans les yeux de Pley. Dieu porcin que cerclent des lunettes à monture de fer. Elle descend difficilement cette gaieté jusqu'à ses lèvres. Mais cela arrive, et alors, recru d'horreur, on le voit émettre une sorte de gloussement convulsif. C'est ça, son rire. En 1944, il fait une première et grave crise d'épilepsie, bientôt suivie d'une seconde. On le soigne à la manière énergique du Troisième Reich. On veut le stériliser, comme on l'a déjà fait d'ailleurs pour sa sœur. Mais l'hôpital où il attend cette cruelle opération est détruit de fond en comble par les bombardements. Vous voyez bien qu'on a tous les droits, dit Pley, même celui de stériliser les gens. Et ne dites pas le contraire, car je suis sûr que vous regrettez qu'on ne l'ait pas fait. Vous vous dites, si on l'avait stérilisé, peut-être qu'il n'aurait pas tué toutes ces femmes. C'est ainsi que pour Pley s'est passée la longue guerre. Quand il rentre chez lui, c'est pour y trouver l'occupant russe. Il dit « les Ivans », comme nous disions les Fritz. Il est enrôlé dans la police auxiliaire soviétique. Un jour, il intervient, carabine à la main, pour séparer un Russe et un Polonais qui se disputent le butin d'une ferme qu'ils viennent de piller. Il blesse le Russe d'une balle, aide à le panser aussitôt. Alors, dit Pley, alors, au contact de ce corps chaud, de ce sang, à entendre ses plaintes, je compris que là était pour moi la source de toutes les satisfactions. Dans la salle, un silence vertigineux dans lequel on entendrait presque palpiter le cœur défaillant des femmes prêtes à se trouver mal. Le juge tousse, sans doute pour se persuader qu'il ne vit pas un cauchemar. « Poursuivez, dit-il. » Alors, Rudolf Pley explique que ce qui déclencha chez lui cette réaction en chaîne d'assassinat, c'est le spectacle, un matin d'hiver, dans le brouillard du Tyrol bavarois,
d'un wagon plein de cadavres féminins nus et froids, arrêtés aux portes d'un camp de concentration. À ce moment, Rudolf Pley ressent comme une espèce de pudeur. Dois-je continuer? Cela va devenir indécent. Le greffier répond d'une voix égale. Continuez. Nous savons tout cela. Rudolf Pley continue. C'est nous qui ne continuerons pas, ayant l'habitude de respecter nos auditeurs. Et puis, ce qu'aucun mot ne saurait rendre, du reste, c'est le ton égal de ce récit qui, parfois, semble étouffer le narrateur, lequel s'arrête longuement, très pâle, reprend son souffle par de longues aspirations. Ce sont les affreux dons d'acteurs du personnage, ces mains énormes qui se promènent comme des crabes mous sur la table ou qui font le simulacre de serrer pour étrangler, de tirer pour arracher, et parfois le pied qui martèle le tapis imite avec un réalisme affreux des piétinements féroces. C'est à vomir. D'ailleurs, Pley explique ses crimes d'une phrase. « Je ne sais pas, dit-il, comment on peut avoir du plaisir avec une femme sans la tuer. Je ne comprends pas les autres hommes. Il leur suffit de les caresser. Moi, il faut qu'elles meurent. Cela m'est absolument nécessaire, c'est vital pour moi. C'est pour cela que je ne pouvais pas rester en prison. Pour cela que j'ai demandé la place du bourreau. C'est pour cela que j'ai avoué ce que vous appelez mes crimes. » Avec jactance, il conclut. « Je suis comme je suis. Il faut me prendre tel quel. Je suis un homme qui a le droit de tuer. » Entendez par là qu'une force extra-humaine le pousse et qu'il n'est en rien responsable. Il sent grouiller en lui un nœud de vipère. Il dit « Des bêtes sont en moi. » Nous admirons en vérité qu'une cour de justice où siègent des magistrats scrupuleux ait pu entendre si longtemps ces minutieuses turpitudes, expliquer par exemple que pour empêcher l'identification des cadavres qui avaient servi à son plaisir, il laissait le corps sur place, jetait la tête en zone russe. L'accusé soudain s'arrête, médite et déclare d'une voix songeuse et musicale « C'est curieux, comme la chaleur se retire vite du corps d'une femme qu'on vient de tuer. » Les spectateurs ont envie de crier « Mais faites-le donc taire !» Au contraire, le président le relance d'un mot et l'extraordinaire récit recommence. Les psychanalystes qui ont pour tâche d'expliquer le comportement de Pley au juge sont 4, dont le très grand savant disciple de Sigmund Freud, le professeur Ewald. Cet érudit sexagénaire pointe en direction du criminel un index doctoral et dit gravement « Il est probable qu'un jour, étant bébé, au moment où votre mère vous donnait le sein, vous avez vu tuer un lapin ou un quelconque animal de ferme. Ainsi, vous avez associé dans votre subconscient de nourrisson la notion de sang, celle de nourriture et celle de la chaleur du sein féminin. Voilà l'origine de votre perversion. » Comment décrire le sourire amusé avec lequel Pley accueille ce savant discours? C'est la mine avec laquelle un homme raisonnable écoute les propos d'un enfant. Il a l'air de penser, mais où va-t-il chercher tout ce qu'il dit? À la fin, il convient, comme on sait d'un puéril raisonnement, ingénieux. Je n'y avais pas pensé, c'est bien possible. Puis soudain, comme s'il décidait de revenir aux choses sérieuses, il conclut « Ah, au fait, non, j'ai été élevé au biberon. » Et le voilà reparti vers son droit de tuer. Croyez-vous vraiment qu'il soit plus déraisonnable de tuer pour le plaisir que pour imposer une idée stupide? Il prétend d'ailleurs que ce droit est héréditaire. Si l'on a voulu me stériliser, c'est pour que je ne transmette pas mon caractère à mes enfants. Or, j'ai un fils. Il aura donc mon caractère, et il tuera aussi. Et il tuera mieux que moi, car il sera mieux outillé. Je n'ai fait que lui montrer la voie. D'ailleurs, ce n'est pas fini. Je suis convaincu que je tuerai encore. Dites-vous bien, chers amis, qu'il n'y a là aucune comédie. Il ne joue pas la folie pour sauver sa tête, puisque la peine de mort a été récemment supprimée en Allemagne occidentale. Non, il parle de son droit de tuer comme d'une évidence. Écoutez-le. Vous croyez qu'il n'y aura plus de guerre, plus de révolution, plus de camp de la mort? Nous ne sommes qu'à 25 kilomètres du rideau de fer. Qui vous dit qu'on ne videra pas un jour les prisons? Est-ce qu'on n'utilise pas les détenus de droit commun pour garder les camps de concentration pendant les guerres? Il y a 61 témoins, dont la plupart ne savent rien. On leur fait prêter un serment collectif et on les entend l'un après l'autre. Une femme raconte qu'elle a employé Pley comme garçon de taverne pendant 1 an,
du 18 février 1944 au 7 février 1945, c'est l'effrayante année de la débâcle hitlérienne. Dans ce final fracassant, dans le crépuscule des dieux nazis que Wegner n'aurait pas imaginé, Pley se sent comme un gardon dans l'eau claire. Il trafique de tout, il boit, il mange tout son sou, il se déguise, mystifie les cérémonies officielles en se collant des fausses barbes pour y paraître, et aux surprises, il n'est pas hitlérien. Chaque fois qu'il passe devant un portrait du Führer, il lui montre le poing et fait avec ses lèvres un bruit incongru. Aujourd'hui, en revanche, il noircit de Heil Hitler des pages entières. Pley serait-il un homme des causes perdues, un courtisan du malheur? Bien sûr, le procès dure plusieurs jours. Avant d'en arriver à la conclusion étrange de cet étrange procès, disons peut-être 2 mots des complices. Schussler, qui a cherché refuge dans les mines d'uranium soviétiques, où il a connu un travail de forçat, une discipline de bagne et une nourriture infâme, revient de la Légion étrangère. Au garde à vous, les jambes raides, le profil aigu et la voix grave et assurée, il n'a aucun des stigmates du criminel. Pourtant, il avoue sa complicité dans 2 meurtres et va se rasseoir à son banc. Hoffman, lui, s'avance sous bonne garde face à ses juges, l'air brutal et fatigué du vieux baroudeur. Hoffman est le seul négateur de cette affaire. Il nie tout en bloc, sans nuance. Il n'était pas là, il n'a rien fait, il n'a rien vu. Alors, Pley lève 2 doigts en l'air dans la direction du président et les fait claquer comme un écolier qui demande à sortir. Ce qu'il veut, c'est la permission de déverser en direction d'Hoffman une kyrielle d'injures obscènes. Car il n'y a aucun doute que les 2 complices étaient là, l'un ou l'autre, à chaque crime, pour dévaliser le cadavre. Ils suivaient Pley comme les hyènes ou les chacals suivent les fauves pour dévorer leur reste. Mais encore une fois, ne croyez pas que Pley soit une brute élémentaire. C'est très vrai qu'il a les pectoraux et les bras d'un gorille, mais sous son front jaillissent souvent les étincelles d'une intelligence en ruine. Pierre Sise l'entend avec stupeur murmurer à propos de l'une des femmes qu'il a tuées. Chacun de nous tue ce qu'il aime. Chacun de nous tue ce qu'il aime, et c'est l'un des plus brillants paradoxes d'Oscar Wilde. Il ne peut s'agir d'une rencontre, et Pierre Sise le fait interroger par l'un de ses gardiens. C'est une phrase d'Oscar Wilde, répond en effet Rudolf Pley. Je l'ai apprise en classe, autrefois. Ainsi, les petits Allemands apprenaient en 1935 que chacun de nous tue ce qu'il aime, quand les petits Français apprenaient que 2 pigeons s'aimaient d'amour tendre. Enfin, vient le dernier jour de ce procès extraordinaire. Bien entendu, il se termine sur l'inévitable condamnation de Pley à la détention à vie, puisque la peine de mort n'existe plus en Allemagne. Et alors on s'aperçoit avec stupeur qu'il n'a vraiment tenu qu'à l'extraordinaire personnalité de l'accusé que le procès ne paraisse pas scandaleux et inutile, scandaleux parce qu'inutile. À quoi aurait servi ce procès si Rudolf Pley avait été une brute élémentaire? Pley, lui, semble satisfait d'en avoir fini, et il se lève. Il est toujours joyeux quand on l'emmène, c'est parce qu'il va manger. Le monstre dévore en effet à chaque repas 5 litres de soupe épaisse, 3 kilos de pommes de terre, 1 kilo de viande. Il en était du moins ainsi pendant le procès, sinon il refusait de parler. Tous les clochers de la ville lancent leurs carillons dans l'air froid. Demain, c'est la fête de tous les saints. Des centaines de bourgeois en gibus et redingotes, tenus de rigueur pour cette cérémonie, s'en iront dans les cimetières, suivant leurs épouses, aux bras chargés de fleurs. Vous venez d'écouter les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast issu des archives d'Europe 1 et produit par Europe 1 Studio. Réalisation et composition musicale, Julien Tarot. Production, Raphaël Mariat. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Remerciements à Roselyne Bellemare. Les récits extraordinaires sont disponibles sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi le prochain épisode en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée. Europe 1 Archives.
Bienvenue dans les récits extraordinaires de Pierre Bellemare. Un podcast issu des archives d'Europe 1. Autrefois, il fallait être lépreux ou sorcier pour que la communauté vous rejette, pour qu'elle vous attache autour du cou une petite clochette, pour qu'elle vous abandonne une écuelle à l'entrée du village, ou ordonne aux chiens de vous chasser très vite. Autrefois, il fallait faire peur pour vivre solitaire. Aujourd'hui, les possibilités sont élargies. Aujourd'hui, le problème, au niveau du contexte de la solitudité, c'est une autre affaire. À la limite, on le traite en ordinateur, on l'émulsionne en sondage divers et on parle tellement qu'on ne sait plus ce que c'est. On veut intégrer, insérer, réinsérer, réadapter, reconsidérer, bref, on en bafouille. On voit midi à sa porte sans se rendre compte qu'il est midi une à celle du voisin et qu'une minute de décalage c'est énorme, c'est une autre latitude. La solitude n'a ni âge, ni lieu, ni temps, ni raison valable quelquefois. Elle peut même se décrire en parlant d'autre chose. Vous voulez un exemple ? Oh, c'est facile. Dans les dossiers extraordinaires, on trouve de tout. On trouve même de l'extraordinaire là où on ne le cherchait pas. Monsieur Karl Meyerbohn, 185 Königstrasse. À Monsieur le procureur de Berlin, le 19 décembre 1937. Je m'appelle Karl Meyerbohn. Je suis né le 19 décembre 1856 à Varsovie et j'ai l'honneur de vous demander un entretien en particulier. Je dois faire des révélations à la justice. Un procureur reçoit presque autant de courriers qu'une star de cinéma. Un procureur, comme une star de cinéma, ne répond pas lui-même au courrier. Il a un service pour cela. Que dis-je un service ? Une administration. Une administration lente. On trie d'abord le courrier des affaires en cours. On trie ensuite les plaintes nouvelles. On répartit les dénonciations anonymes. On classe les témoignages écrits. Bref, tout ce qui peut être rangé quelque part trouve une place. Même les corbeilles à papier sont pleines. Que faire d'une petite lettre comme celle-ci, dont l'écriture appliquée et soigneuse ne révèle rien ? 3 semaines d'attente. 7 janvier 1938. Un secrétaire répond, c'est-à-dire qu'il utilise un formulaire tout préparé. Monsieur Untel est prié de bien vouloir indiquer ci-dessous le motif de sa demande d'audience, référence 3532 AF, etc. Le secrétaire n'a plus qu'à signer pour Monsieur le procureur et à écrire l'adresse sur une enveloppe de l'administration. Monsieur Karl Meyerbohn à Monsieur le procureur de Berlin, le 9 janvier 1938. J'ai l'honneur de préciser le motif de ma demande. J'ai des révélations à faire à la justice. Réponse, veuillez indiquer les références de votre dossier. Réponse, je m'appelle Karl Meyerbohn. Je n'ai pas de référence de mon dossier. Et pour cause, il n'y a pas de dossier. C'est un dialogue de sourds. Et pourtant, il s'agit bien de 2 êtres humains pareillement construits, 2 yeux, 2 oreilles et un cerveau chacun. Seulement l'un des deux est dans l'administration. L'autre est un très vieux monsieur de 81 ans et ils ont chacun leur logique qui les rend adversaires. Plusieurs semaines passent ainsi. Les 2 adversaires s'observent. Le vieux monsieur pense que l'autre va réagir. Il attend qu'on le convoque. L'administration attend qu'on la relance. Ah, c'est normal pour une machine. C'est à l'administré de faire les efforts. C'est à lui de deviner ce que la machine ne comprend pas, pourquoi elle ne le comprend pas, et d'y remédier. Dans ce cas-là, le mieux est de tout reprendre à zéro.
17 février 1938. Monsieur Karl Meyerbohn à Monsieur le procureur de Berlin. J'ai l'honneur de vous rappeler ma lettre du 19 décembre 1937 dans laquelle je vous demandais un entretien en particulier. N'ayant pas reçu de réponse, je me permets de renouveler ma demande, très respectueusement, etc. Réponse, une circulaire à nouveau. Monsieur le procureur reçoit les mardis et jeudis de 9h à 11h. L'homme aura beau faire, les machines qu'il invente ne seront jamais parfaites. La réponse n'est pas exactement conforme à la demande. Le vieux monsieur attendait un rendez-vous, pas une salle d'attente. Mais il est là. Depuis 9h du matin. Je suis sûr qu'il était là. Et tous les gens qui étaient là en même temps que lui n'ont jamais eu le temps de passer avant 11h. Alors, ayant épuisé son attente, le vieux monsieur s'en va. Nouvelle lettre. Nouvelle tentative de l'administrer pour se faire comprendre. Il essaye le juge cette fois. Et il a toujours l'honneur de solliciter un entretien pour des révélations qu'il estime devoir faire à la justice de son pays. Et la réponse est encourageante. S'il s'agit d'un témoignage sur une affaire en cours, veuillez vous présenter au commissariat de votre quartier qui recevra votre déposition. S'il s'agit d'une plainte, veuillez écrire à monsieur le procureur qui transmettra. Hein? Ça, c'est clair. S'agit-il d'une plainte? Non, puisque le vieux monsieur se rend au commissariat de police de son quartier et qu'il est reçu par un adjoint fort pressé. On ne peut pas s'empêcher d'imaginer la scène ainsi. C'est pourquoi je m'appelle Karl Meyerbohn. Je suis né le 19 décembre 1856 à Varsovie. C'était quel sujet? Je suis veuf. Je n'ai plus d'enfant. Mon fils unique est mort pendant la guerre en 1917. Et qu'est-ce qui vous est arrivé? Vous voulez faire une déposition? Mon Dieu. Monsieur l'adjoint pressé, en réalité, ce n'est pas une déposition que voudrait faire ce vieux monsieur-là. C'est toute une histoire qu'il voudrait vous raconter, et il faudrait qu'il le fasse tranquillement, pour que vous compreniez. Mais comme vous êtes pressé, il dira l'essentiel. Ma femme est morte le 3 décembre dernier, et c'est de ma faute. Comment ça, vous l'avez tuée? En quelque sorte, monsieur, puisqu'elle est morte, à cause de moi. Enfin, l'œil du policier doit porter un brin d'intérêt au vieillard. Ce qui revient à dire que le reste du monde veut bien écouter Karl Meyerbohn pour la première fois depuis 3 mois. Il répète son nom, son adresse, sa date de naissance, sa profession, retraité des chemins de fer. Et voici sa déposition. Enfin, ce que l'on appelle sa déposition. Ce ne sont pas les mots qu'il a employés, c'est la traduction administrative de ce qu'il a tenté d'expliquer. Entendons le sien qui nous déclare. J'ai provoqué la mort de mon épouse Stéphanie Meyerbohn, née Folstein, âgée de 78 ans, à la suite d'une discussion de ménage. Je m'estime responsable de son décès, mais je n'ai pratiqué sur elle aucun acte de violence prémédité. Cependant, je demande une enquête, lue et approuvée, persiste et signe. En annexe, il est joint un certificat de décès en bonne et due forme qui révèle que Stéphanie Meyerbohn est décédée à son domicile le 3 décembre 1937 des suites d'une longue maladie, en conséquence de quoi le permis d'inhumer a été délivré. Dommage. Dommage que l'on ne retrouve pas dans les dossiers la description de la tête du policier qui a enregistré cette déclaration. Discussion de ménage, longue maladie, 6 juin certificat. Cependant, je demande une enquête. Allons, rentrez chez vous, grand-père. À votre âge, on a le droit de perdre la tête. Mais, attention, c'est très vilain de faire perdre son temps à un officier de police dans l'exercice de ses fonctions. Je ne sais pas ce qu'il s'est dit en conclusion, mais j'imagine que le vieux monsieur a demandé « Mais c'est tout ?» et qu'on lui a répondu avec impatience « C'est tout ?» Sinon, comment expliquer la suite? Les
Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast Europe 1. J'étais en train de vous raconter l'histoire de Karl Meyerborn, 81 ans, venu s'accuser d'être responsable de la mort de sa femme, 78 ans. C'est une sorte de petit miracle d'ailleurs que ce dossier ait été reconstitué et surtout qu'il ait franchi toutes ces années. Il a été retrouvé dans un lot d'archives de la police allemande avec d'autres bien plus importants. Mais point n'est besoin d'être important pour être extraordinaire. Il n'y a pas eu d'enquête. Du moins, pas comme vous l'imaginez. Après sa déposition en mars 1938, drôle de printemps, Karl Meyerborn a dû rentrer chez lui. Et il a dû attendre vainement qu'il se passe quelque chose. Il s'en passait des choses pourtant autour de lui. Des choses qui concernaient tous les Meyerborn du pays, mais pas lui. Pas le vieux monsieur coupable de 81 ans qui réclamait justice. A-t-il été dénoncé? Faisait-il partie d'une liste établie quartier par quartier, rue par rue? Quoi qu'il en soit, des policiers un jour se présentent au domicile de Karl Meyerborn. Ils viennent lui signifier qu'il est coupable, effectivement. Coupable d'être juif. Mais le vieux monsieur n'est pas là. Il n'entendra pas ce qu'on a à lui dire de cette culpabilité-là. Autant mieux car elle ne l'intéresse guère. L'appartement est vide. Tout y est soigneusement rangé. Il n'est plus habité depuis un certain temps, la poussière en témoigne. Les policiers stupides feront leur travail malgré tout. Ils sont venus confisquer les biens de Meyerborn, ils confisquent. Et les voilà qui confisquent la vie, la philosophie, les doutes et les remords de Karl Meyerborn. Les voilà qui confisquent 81 ans d'existence, le seul bien précieux qui ne soit pas monnayable. C'est un dossier. On y trouve, bien rangé, épinglé par ordre de date, les doubles des lettres du vieux monsieur à l'administration, les réponses, et aussi des ordonnances d'un médecin, une facture des pompes funèbres. Ce qui nous intéresse, c'est la lettre. Comme elle n'est adressée à personne, chacun d'entre vous peut la prendre pour lui. Elle commence par la litanie du début. Je m'appelle Karl Meyerborn, je suis né le 19 décembre 1856 à Varsovie et j'ai des révélations à faire. Et puis le style change. Le vieil homme parle enfin naturellement, puisqu'il ne parle à personne. C'est un discours de solitude. Stéphanie, ma pauvre femme, est dans l'éternité. Je me souviens du jour où elle est tombée malade. C'est une injustice qu'il m'est dur de supporter. Elle est paralysée, son cœur est à bout de force. Je dois vivre avec elle comme avec un enfant fragile. Elle ne doit pas avoir froid ni peur. Je dois lui parler doucement et ne jamais la contrarier. Je dois la guider jusqu'à la mort que le destin aura choisie. Je dois prier pour ne pas mourir avant elle et pour conserver ma force. Il faut maintenant que je dise mon remords, car je suis un vieillard et ma raison est sénile. Quand Stéphanie me dit qu'elle ne veut pas partir de la maison, je lui dis qu'il faut obéir. Elle ne veut pas que je l'emmène à l'hôpital. Elle dit que nous serons séparés, que j'irai en prison, qu'elle mourra seule. Moi, je dis le contraire. Je crois que l'hôpital est un bienfait. Ils ont là-bas des gens qui savent empêcher que les malades étouffent et qu'ils meurent. Stéphanie, ma femme, me dit que je suis un entêté et que je ne comprends pas la situation. Je ne sais pas de quelle situation elle parle. Je crois seulement qu'il faut que je me fâche et qu'elle écoute ce que j'ai à dire et ce que je décide. Stéphanie ne comprend pas que son mari a peur de s'endormir. J'ai peur qu'elle étouffe pendant que je dors. Si je dors, je ne peux pas surveiller. Je crie,
Et Stéphanie crie aussi. Ma femme dit qu'elle ne peut plus respirer, qu'elle va mourir. Elle dit qu'elle va mettre son mouchoir sur sa bouche jusqu'à ce qu'elle meure, comme ça, elle ne me quittera plus jamais. Je n'arrive pas à la calmer, elle garde le mouchoir. Quand je l'enlève, elle ne respire plus. Ma femme est morte. C'est à cause de moi. C'est de ma faute. Je dois m'en accuser devant Dieu et devant les hommes. Ils ne veulent pas me juger. Je dois me présenter seul à mon juge. Je suis coupable. Voilà ce qu'ils ont confisqué, les policiers stupides, puisqu'il n'y avait rien d'autre. Et d'autres policiers ont dû venir les jours suivants pour une enquête dérisoire et rapide. On avait trouvé le corps d'un vieillard qui s'était pendu dans la forêt. Depuis quelques jours, il était à la morgue. Personne ne l'avait identifié. Quelqu'un a dû le faire parmi les voisins. Quelqu'un a dû dire à un policier stupide « C'est le vieux juif que vous cherchiez ». C'est ainsi qu'on a refermé un dossier tout petit, avec un dernier tout petit papier, le certificat d'identification de la morgue. Ensuite, il s'est passé des discours, des bombardements, des folies collectives, le monde a explosé. Jusqu'au jour où un documentaliste, en cherchant autre chose, est tombé sur le petit dossier et nous l'a rapporté. Il était inclassable, il ne ressemblait à aucun autre. Ni crime, ni enquête, ni juge, ni assassin, ni procès, ni témoignage, ni photo. Un simple petit paquet d'une dizaine de feuilles photocopiées par un archiviste consciencieux, sans plus. Le reste, tout le reste, il fallait le deviner, le recoller sans connaître les visages et les détails, une sorte de puzzle fragile, un échafaudage de fumée. J'ai essayé de le faire pour vous aujourd'hui. Il m'a semblé que je ne pouvais pas faire autrement. Vous venez d'écouter Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast issu des archives d'Europe 1 et produit par Europe 1 Studio. Réalisation et composition musicale, Julien Tarot. Production, Raphaël Mariat. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Remerciements à Roselyne Bellemare. Les récits extraordinaires sont disponibles sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi le prochain épisode en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée. Europe 1 Archives. Bienvenue dans les récits extraordinaires de Pierre Bellemare. Un podcast issu des archives d'Europe 1. Jacques-Antoine nous fournit aujourd'hui le récit hors du commun d'un crime également hors du commun. La police criminelle de Basse-Saxe, en Allemagne, qui l'a contacté, estime à juste titre que ce cas d'assassinat par son mode d'exécution est unique jusqu'à ce jour dans les annales du crime. De plus, la conduite de la victime paraît tellement illogique et incompréhensible qu'il semble difficile aux psychologues de l'expliquer. C'est donc bien un dossier extraordinaire. Le samedi 22 avril 1961, un employé de chemin de fer téléphone à la police pour lui dire qu'un cadavre de femme mutilée gît sur la voie Hanovre-Hameln
non loin de la forêt de Barnum. C'est un machiniste qui est passé avec un omnibus près de cet endroit qui le lui a appris. Il est 6h20 du matin. La police constate qu'à l'endroit indiqué, un pont routier enjambe la double voie. Ce pont est bordé par 2 parapets de fer. Le haut des parapets est à 7 mètres du sol. À la verticale de la partie nord du pont est étendu sur le ventre un cadavre de femme. Il se trouve entre les 2 rails dans le sens de la longueur, sur les traverses, de façon qu'il ne peut plus être touché ou mutilé davantage par les trains qui passent. Le cadavre est habillé d'une veste, d'une blouse, d'un porte-jartel, d'un soutien-gorge et de bas en perlon. On relève de grosses taches de boue et de terre sur la manche et l'épaule gauche. La jupe est relevée et sa fermeture éclair arrachée. Sur la jupe, il y a des zébrures de taches d'huile. Une jambe a été arrachée de la cuisse, sans nul doute par le premier train à la hauteur du genou, et ne tient plus que par un peu de peau. Le dessous des bas est plein de boue, dont on n'explique pas l'origine sur le moment. Au côté droit de la voie, un petit sentier de 50 cm de large suit le ballast. On y trouve 2 chaussures de femme et un sac à main à bandoulière. Celui-ci est ouvert et renferme un billet de 20 Deutschmark dans un portefeuille, de la monnaie dans le porte-monnaie, des mouchoirs de papier, une capuche contre la pluie, 2 foulards, une crème de toilette et une carte d'identité au nom de Hedwige Schoenfeld, âgée de 26 ans et habitant Hanovre. Sur la barre supérieure du parapet, côté nord, on relève des fibres de tissu. Au milieu du pont, sur le tablier d'asphalte et sur la pierre de la tête du pont, des traces de traînage sont visibles dans la direction est-ouest. Le policier qui se trouve chargé de l'affaire est un homme de 35 ans. Nous ne connaissons pas son nom, mais nous avons sa photo. Voyons comment le décrire. Imaginez le comédien Pierre Vanek, blond, yeux bleus, vêtu de l'imperméable cher à la police allemande de toutes les époques, à toutes les polices du monde d'ailleurs. Le policier regarde s'en aller sur une civière le cadavre qui ballotte lentement au pas des 2 infirmiers qui suivent le bas-côté du ballast. Bien que nous soyons au printemps, c'est le décor du crime. Sinistre à souhait. 4 rails luisants qui viennent de n'importe où pour aller n'importe où. Le tablier métallique et sans grâce du pont, sur ses 2 piliers massifs, le garde-fou grêle, des poteaux télégraphiques. La nature, qui semble se réduire à quelques touffes d'herbe pelée, cette herbe qui, loin d'évoquer la tendresse du printemps, fait plutôt penser à une maladie de la terre. Même s'il a une idée, une impression, le policier, en face d'un cadavre, doit formuler mentalement les 3 questions suivantes. S'agit-il d'un assassinat, d'un accident ou d'un suicide? Formulant ainsi clairement la question, il doit y faire une réponse claire. Et il s'aperçoit alors généralement qu'une réponse claire et définitive est impossible. C'est le cas. En effet, le policier a l'impression qu'il s'agit d'un assassinat déguisé en suicide. Mais en relisant le constat, il s'aperçoit que rien ne le prouve. Évidemment. Ça va encore être une histoire sordide, se dit le policier, qui, je vous le rappelle, ressemble à Pierre Vanek. L'autopsie du cadavre et des semaines d'enquête qui ne répareront pas l'irréparable. Là-dessus, il referme son petit carnet, monte sur le pont métallique pour rejoindre la voiture de la police et se rend avec un collègue à l'adresse de la victime, Hedwige Schoenfeld. Une maison bourgeoise de Hanovre, des boîtes aux lettres. Sur l'une d'elles, 2 noms, dont celui de la victime. Elle n'y habite donc pas seule. Quelques instants plus tard, Peter sonne à la porte. Au moment où elle s'ouvre, il est rejoint par son collègue qui vient de garer la voiture. Une femme paraît, environ 65 ans, grande, bien qu'un peu voûtée,
2 grands yeux noirs, tout neufs, dans un visage très vieux. Elle regarde les 2 policiers en imperméable. Vous désirez? Mademoiselle Edwige Schoenfeld, c'est ici? Elle n'est pas là, messieurs. Qu'est-ce que vous lui voulez? Nous sommes la police. Nous voudrions quelques renseignements à son sujet. La femme qui se forçait à sourire semble se décomposer brusquement. Ah, c'est ça, dit-elle. Entrez, messieurs. Tandis qu'elle les introduit dans une petite salle de séjour coquette et modeste, le policier l'entend pleurer. Asseyez-vous, dit la vieille dame. Par une autre porte entre un vieillard. Voici mon mari. Puis, sortant son mouchoir pour essuyer ses yeux, elle lui explique. Ces messieurs viennent demander des renseignements sur Edwige. Le vieillard lève les bras au ciel et se tait, laissant sa femme parler. Car vous allez voir, chers amis, elle va parler. Pendant qu'elle va parler, les yeux de notre Pierre Van Eyck policier vont s'arrondir de plus en plus, non seulement à cause de ce qu'elle va raconter, mais aussi parce qu'elle le raconte. Je crois que vous ne pourrez comprendre les réactions de notre policier qu'en écoutant le récit extraordinaire de la vieille dame. Ce récit, elle va le faire presque d'une traite, sans que son mari n'y ajoute ou n'y retire un mot, et sans que les policiers ne lui aient rien dit d'autre que ce que je vous ai déjà fidèlement rapporté. Voici ce que dit la vieille dame. Edwige habite chez nous depuis 4 ans et les relations entre elle et nous sont très bonnes. Je dirais même familiales. D'ailleurs, elle nous appelle père et mère. Hein, Gustave? Oui, dit le vieillard. Dès qu'elle est entrée chez nous, nous avons compris qu'il s'agissait d'une pauvre fille vivant seule, sans aucune attache familiale. Elle nous a fait de la peine. Hein, Gustave? Oui, dit le vieillard. Nous avons voulu qu'elle soit chez elle ici. Elle a toujours été très gentille avec nous, pleine de prévenance. Elle n'avait jamais aucune exigence. Hein, Gustave? Oui, dit le vieillard. Il faut dire, messieurs, que la pauvre enfant... Excusez-moi. La vieille femme enfourne un mouchoir trempé de pleurs dans sa poche, en sort un autre, bien blanc, bien plié. Je disais que la pauvre enfant a sa mère depuis 2 ans dans un asile d'aliénés, et elle n'a plus aucun contact ni avec son père, ni avec le 2e mari de sa mère depuis des années. Elle est ouvrière dans une usine métallurgique. Mon mari a eu l'occasion de rencontrer son contremaître, qui lui a dit qu'il estimait beaucoup Edwige et qu'elle avait une très bonne réputation dans l'usine. N'est-ce pas, Gustave? Oui, dit Gustave. En avril ou en mai 1960, je ne me rappelle plus. L'usine l'a envoyée dans une station thermale pour y faire une cure. C'est là qu'elle a connu une jeune fille qui habite un petit village près de Hanovre. En rentrant de sa cure, elle rencontrait parfois, à peu près toutes les semaines, cette nouvelle amie. C'est avec elle qu'elle a connu des jeunes gens. C'est normal à son âge, n'est-ce pas, messieurs? Faut bien qu'elle prenne dans la vie ce qu'il peut y avoir de bon, et elle n'en prendra jamais de trop, vous savez, car elle a beaucoup à rattraper. D'ailleurs, elle me racontait tout. Je dois vous dire qu'elle n'a jamais reçu d'homme dans notre appartement, n'est-ce pas, Gustave? Le vieil homme n'a même pas le temps de répondre oui que sa femme sanglotant enchaîne. Il y a quelques semaines déjà, Edwige se plaignait de douleurs dans le dos et le bas-ventre. Hier matin, elle m'a demandé de venir dans sa chambre. J'entre. Elle était encore couchée. On ne voyait que sa pauvre petite frimousse qui dépassait du drap avec 2 larmes qui coulaient. Elle m'a dit « Maman, il faut que je me confesse. Je suis enceinte. » J'étais tellement surprise que je lui demandai tout de suite qui était cet homme. Il m'a répondu qu'il s'agissait d'un jeune homme qui lui a dit être âgé de 24 ans et qui est fiancé avec une autre fille. Je lui ai demandé si elle avait prévenu ce jeune homme. Oui. Elle l'avait averti, mais le jeune homme lui avait déclaré qu'il avait l'intention de partir pour l'Allemagne de l'Est. « Qu'est-ce que tu peux faire dans ces conditions ?» a-t-il dit. Edwige lui a répondu
qu'il pouvait partir, bien entendu, mais qu'il fallait qu'il l'aide, en lui donnant un peu d'argent, au moins pour l'accouchement, car elle avait l'intention de garder et d'élever son enfant. Edwige m'a dit qu'elle était au 4e mois et qu'elle avait consulté un médecin qui lui avait donné un certificat de grossesse. Pendant que la brave femme, toujours sanglotant, se mouche, notre policier, qui ressemble toujours à Pierre Vanek, se dit « C'est pas possible. D'habitude, rien que pour avoir les renseignements qu'elle est en train de me donner, il faut interroger 25 témoins, troubler la vie d'un tas de gens, remuer la boue, faire 300 km à pied, envoyer des tas de convocations, donner des tas de coups de téléphone, poser pendant des heures d'insidieuses questions. Et là, assis sur le rebord de mon petit fauteuil, je n'ai qu'à écouter cette vieille femme. Si ça continue, elle va me raconter le crime. Or, chers amis, justement ce que le policier se dit à lui-même comme une boutade, c'est bel et bien ce qui va se produire. La vieille dame va, en effet, lui raconter le crime. Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast Europe 1. Je vous rappelle, chers amis, qu'un policier allemand, qui ressemble à Pierre Vanek, venu chez un couple de vieillards de Hanovre pour avoir quelques renseignements sur une jeune fille dont on vient de trouver le cadavre sur la voie ferrée, écoute le récit que lui fait la vieille dame en pleurant. Notez bien que la vieille femme ne sait toujours pas que la jeune fille est morte, et pourtant, elle va raconter le crime. Mais vous allez comprendre en l'écoutant. Ayant remis son mouchoir dans sa poche, redressé la tête, pris une grande respiration, en même temps sans doute que la résolution d'être digne et de ne plus pleurer, elle poursuit son monologue. Ce matin-là, Edwige m'a aussi raconté qu'après lui avoir dit qu'elle était enceinte, elle était allée avec le jeune homme se promener en voiture et qu'il s'était arrêté près d'un pont de chemin de fer. Un pont de chemin de fer. Inutile de vous dire, chers amis, qu'à ce moment du récit, le policier sursaute. « Quel pont, s'il vous plaît, madame ?» Elle m'a dit que c'était un pont près de Bornholm, je crois. Le policier ne dit rien, mais n'en pense pas moins, car il s'agit du pont où on a retrouvé le cadavre de la jeune fille. Alors là, messieurs, c'est incroyable, reprend la vieille dame. Moi, je vous raconte ce qu'elle m'a dit. Figurez-vous que, pendant qu'ils étaient installés sur un banc, le jeune homme lui a pincé le nez pour l'empêcher de respirer. « Pourquoi as-tu fait ça ?» lui a-t-elle demandé. Et il a répondu « Pour savoir combien de temps tu pourrais tenir. » Et attendez, messieurs, ce n'est pas tout. La voix de la vieille dame s'enroue à nouveau. Il paraît qu'ils ont été sur le pont pour s'appuyer sur le parapet. Ils regardaient passer les trains. Et tout d'un coup, le jeune homme s'est baissé, saisissant la jambe d'Edwige, il l'a levée brusquement pour lui faire perdre l'équilibre et l'a précipité du haut du pont, par-dessus le parapet. Il n'est pas arrivé, parce qu'elle se cramponnait de toutes ses forces. Alors il a recommencé une autre fois son manège, mais en même temps, il a réussi à lui arracher les mains du parapet et il l'a culbuté par-dessus. Le policier, mettez-vous à sa place, chers amis, n'en croit pas ses oreilles. Cette femme est en train de lui raconter le crime. Pourtant, elle ne l'a pas vu. Et la jeune fille est morte. Et elle ne le sait pas qu'elle est morte. C'est évidemment le rêve de tout policier que de voir un témoin lui raconter le crime dans tous ses détails, 1 heure après la découverte du cadavre. Mais dans ces circonstances-là, le rêve tourne facilement au cauchemar, car c'est totalement inexplicable. « Excusez-moi, dit le policier, mais comment, madame, savez-vous tout ça ?»« Mais c'est elle qui me l'a raconté, dit la vieille dame. »« Ah bon ?» dit le policier abasourdi. « Continuez, je vous en prie. » Bien, la pauvre Edwige, en passant par-dessus le parapet, lorsqu'elle se trouve au-dessus du vide, dans un dernier sursaut de volonté, a réussi à s'accrocher après une barre de fer. Il paraît que le pont est très sale et qu'elle était déjà toute noire de suie. Le policier revoit dans sa tête l'image du pont. Il voit en effet le tablier métallique, les 2 grosses poutrelles qui le supportent. Il imagine très bien que la jeune fille ait pu effectivement s'y accrocher.
Il paraît, poursuit la vieille dame, que le jeune homme se penchait sous le parapet pour essayer de lui arracher les mains, mais c'était trop bas. Il l'atteignait à peine et, quand il lui arrachait une main, elle s'accrochait avec une autre. Alors, quand il a compris qu'il n'y arriverait jamais, il a couru pour contourner le pont et essayer de l'attraper depuis un pilier. Moi, je ne connais pas ce pont, messieurs, mais je ne sais pas bien vous expliquer. Si, dit le policier qui imagine parfaitement la scène sur ce fameux pont où il était il y a encore 1 heure. C'est très très clair. Continuez. Bien pendant qu'il descendait sur un des piliers, Edwige a réussi à réenjamber le parapet et à passer par-dessus le pont. Alors, demande le policier. Bien alors, messieurs, c'est là où c'est totalement incompréhensible. Ils sont remontés tous les deux dans la voiture et le jeune homme l'a reconduite ici. Ici? Oui. N'est-ce pas, Gustave? Alors, c'est Edwige qui vous a raconté tout ça? Oui. Hier? Oui, hier matin? Lorsqu'elle m'a avoué qu'elle était enceinte? Et depuis? Depuis, elle n'est pas là. Hier à midi, elle a quitté la maison pour aller travailler comme tous les jours. Elle nous a dit « Au revoir, mes 2 chéris ». On ne l'a pas revue. Elle n'est pas rentrée dans sa chambre. Quand vous êtes arrivé, mon mari allait mettre son manteau pour aller à la police déclarer sa disparition. C'est tout ce que vous pouvez me dire, demande le policier. En effet. C'est tout ce que la vieille dame peut dire, mais ce n'est pas la fin de l'histoire, bien sûr. Ainsi donc, lorsque notre policier voit la vieille dame se lever pour aller chercher un 3e mouchoir, il a l'impression de vivre un instant tout à fait exceptionnel dans la vie d'un policier. En effet, il n'est pas exagéré de dire qu'il est extrêmement rare dans la criminologie que le premier témoignage fournisse d'une façon aussi claire, aussi complète, aussi directe la solution d'un crime que l'assassin a pris la précaution de déguiser en suicide. Mais aussi, peut-on imaginer un assassin qui procède en quelque sorte à la répétition de son meurtre jusqu'au moment ultime de l'accomplissement et qui l'exécute réellement 2 jours après, sur la même victime, au même endroit, et en passant, probablement, par les mêmes étapes. A-t-on jamais vu le cas, dans aucune police au monde, d'une personne qui, la veille de sa mort, a fourni à un tiers les détails exacts de son assassinat, l'endroit où il se produirait? Évidemment, le policier passe un mauvais moment lorsqu'il doit annoncer aux 2 vieillards que la jeune fille est morte, qu'il vient de voir son cadavre partir à l'Institut médico-légal. Il demande à voir sa chambre, qu'il est inutile de décrire, c'est la chambre banale d'une jeune fille seule. La vieille dame lui montre des bas d'Edwige pleins de la suie du pont. En fouillant dans son courrier, il n'a aucune peine à trouver l'adresse de la jeune amie d'Edwige et son numéro de téléphone. Il l'appelle aussitôt pour lui demander si elle connaît le jeune homme que fréquentait Edwige. Oui, elle le connaît, il s'appelle Eric Sievert. On le trouvera facilement, il habite un village voisin, conduit une Volkswagen rouge, elle connaît même le nom et l'adresse de sa fiancée. Le policier part en coup de vent chez le jeune homme, celui-ci n'étant pas chez lui, c'est chez sa fiancée qu'il le trouve, en train de bêcher le jardin. Sa fiancée est avec lui. Évidemment, l'ahurissement du jeune homme en voyant s'avancer vers lui à travers le potager les 2 hommes en imperméable est facile à imaginer. Il n'y a pas 2 heures que le cadavre d'Edwige a été découvert. Il est tellement pris de court qu'il ne propose aucun alibi et reconnaît avoir passé la soirée d'hier avec Edwige. Et lorsque notre Pierre Vanek policier le conduit sur le pont et lui fait sur les lieux mêmes le récit de la répétition de son crime, le jeune homme, totalement désemparé, passe aux aveux que voici. Vers minuit, le jeune homme a conduit Edwige avec sa voiture, la Volkswagen rouge, dans la direction du pont de chemin de fer. À 200 mètres du pont, ils se sont arrêtés sur le bord de la route. Il a profité une dernière fois de la jeune fille sur les sièges arrière de la Volkswagen. Ensuite, tous les 2 ont repris place sur le siège avant. Il n'y avait pas de lumière dans la voiture. C'est alors qu'ils se sont disputés à propos de la grossesse d'Edwige. Au cours de la dispute, en passant sa main droite derrière son cou et sa main gauche sous le menton, le jeune homme a étranglé la jeune fille.
Edwige ne s'est presque pas défendue, et comme elle râlait encore, il a serré bien fort, plus fort. Enfin, elle a glissé en avant, et sa tête reposait sur le dossier, elle était morte. Il a roulé alors vers le pont, arrêté sa voiture le long du parapet, en observant les voies de chemin de fer. Une seule lampe éclairait faiblement le pont. Ouvrant la portière droite, il a sorti Edwige, l'a posée en équilibre sur le parapet du pont, les pieds en avant pour la jeter en bas. Puis, lorsqu'il a vu le sac à main de sa victime sur le siège arrière de sa voiture, comme elle lui devait 30 Deutschmark, il s'est remboursé dans son portefeuille. Puis, il a lancé le sac et les 2 souliers en bas du pont, ne regardant pas où il tombait ni où tombait le cadavre d'Edwige. Pendant l'arrêt sur le pont, il a laissé le moteur de la voiture en marche. Il n'a pas vu passer le train qui a coupé la jambe de la jeune fille, après quoi le jeune homme est remonté dans sa voiture pour rentrer chez lui. À ce stade, on se pose tous une question. Comment Edwige, qui 48 heures plus tôt avait déjà failli être tuée par Eric, accepta de retourner avec lui dans sa voiture auprès du sinistre pont? Une seule explication paraît plausible. Et encore. Enceinte d'Eric, et sachant qu'elle ne pourrait pas vivre avec lui, elle préféra peut-être mourir de ses mains. Fin 1961, Eric Sievert était condamné pour assassinat aux travaux forcés à vie par les assises de Hanovre. Vous venez d'écouter Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast issu des archives d'Europe 1 et produit par Europe 1 Studio. Réalisation et composition musicale, Julien Tarot. Production, Raphaël Mariat. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Remerciements à Roselyne Bellemare. Les récits extraordinaires sont disponibles sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi le prochain épisode en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée.